Imaginez un homme dont le regard perçant et la voix rauque ont captivé des générations entières, un acteur qui incarnait à la perfection l'âme tourmentée de la France d'antan. Jean Gabin n'était pas seulement une star du cinéma, il était un mythe vivant, un symbole de résilience et de passion brute. Derrière les projecteurs, sa vie était un tourbillon de triomphes éclatants et de drames intimes, marqués par des amours passionnés, des combats héroïques et une fin poignante qui a laissé un vide immense dans le cœur des Français. De ses humbles débuts dans les cabarets parisiens à son statut d'icône internationale, Gabin a traversé les époques avec une intensité rare, affrontant les tempêtes de la guerre, les tourments personnels et les exigences impitoyables de la gloire. Aujourd'hui, sur Stars et Secrets, nous plongeons au cœur de cette existence déchirante, révélant les ombres cachées derrière le sourire charismatique. Si vous êtes fasciné par les vies extraordinaires des légendes du cinéma, n'oubliez pas de liker cette vidéo dès maintenant et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos récits exclusifs. Ensemble, explorons les secrets qui ont forgé cet homme inoubliable. Prêt? Allons-y. Jean Gabin, né Jean-Alexis Moncorgé le 17 mai 1904 dans le 9e arrondissement de Paris, n'était pas destiné à devenir une vedette. Son nom de scène, inspiré par une chanson que sa mère interprétait sur les planches, allait pourtant devenir synonyme de charisme et de profondeur émotionnelle. Issu d'une famille modeste aux racines artistiques, Gabin grandit loin des lumières de la capitale. Son père, Ferdinand Moncorgé, était un comédien d'opérette connu sous le pseudonyme de Gabin, tandis que sa mère, Hélène Petit, chantait dans les cabarets. Mais l'enfance de Jean fut marquée par l'absence. Élevé par sa sœur aînée à Mériel, un petit village du Val d'Oise, il passa ses jeunes années dans une maison simple surplombant une gare animée. Le bruit incessant des trains le fascinait, et il rêvait de devenir mécanicien de locomotive, un métier ancré dans la réalité ouvrière qui imprégnerait plus tard ses rôles les plus authentiques. À 13 ans, Gabin quitta l'école, préférant les petits boulots à l'ennui des bancs du lycée Janson de Sailly. Il fut tour à tour messager, ouvrier cimentier, manœuvre sur les chantiers, magasinier et même vendeur de journaux. Ces expériences forgèrent son caractère dur et empathique, lui offrant une compréhension intime de la classe ouvrière qu'il représenterait si bien à l'écran. À 17 ans, son père le poussa vers le monde du spectacle, un univers qu'il abordait avec réticence. Débutant comme figurant aux Folies Bergères en 1923, Gabin adopta le nom de scène de son père et se lança dans les revues et opérettes. Ses premières années furent laborieuses, il chanta dans des music-halls imitant Maurice Chevalier, et partit même en tournée au Brésil, une aventure qui se solda par un retour précipité en France. Après son service militaire chez les Fusiliers Marins en 1925, Gabin revint au divertissement avec une détermination accrue. Il obtint un poste au Moulin Rouge où ses performances commencèrent à attirer l'attention. En 1928, il fit ses premiers pas au cinéma avec 2 films muets, Oh et les valises, et On demande un dompteur. Mais c'est l'avènement du parlant qui transforma sa carrière. En 1930, dans Chacun sa chance, produit par Pathé, Gabin marqua son entrée dans l'ère du son, jouant des rôles secondaires dans une dizaine de films, dont certains dirigés par Maurice et Jacques Tourneur. Le véritable tournant arriva en 1934 avec Maria Chapdelaine de Julien Duvivier, adapté du roman de Louis Hémon. Gabin y incarne François Paradis, un trappeur québécois au destin tragique, un rôle qui met en valeur sa virilité et sa sensibilité. Le film, tourné en partie au Canada, reçut un accueil chaleureux et propulsa Gabin comme une étoile montante. Suivit La Bandera en 1935, toujours avec Duvivier, où il joue un légionnaire fuyant son passé, un personnage qui résonne avec ses propres racines populaires. Ce film, tourné en Espagne et au Maroc, captura l'essence du réalisme poétique français, un mouvement qui définirait le cinéma des années 1930. 1937 fut une année phare. Dans Pépé le Moco de Duvivier, Gabin interprète un gangster charismatique réfugié dans la Casbah d'Alger, un rôle iconique qui lui valut une reconnaissance internationale. Le film, avec sa célèbre réplique « T'as de beaux yeux, tu sais », devint un classique, influençant même Hollywood, il fut remaqué en Casbah avec Charles Boyer. La même année, La Grande Illusion de Jean Renoir, un plaidoyer anti-guerre, le vit aux côtés de Pierre Freinet et Éric von Stroheim. Gabin y joue le lieutenant maréchal, un aviateur prisonnier évadé, symbolisant l'humanité au-delà des classes sociales. Projeté 6 mois à New York, le film consolida son statut mondial. En 1938, Le Quai des Brumes de Marcel Carné, avec Michel Morgan, offrit à Gabin le rôle de Jean, un déserteur mélancolique. La chimie entre les acteurs, amplifiée par les dialogues de Jacques Prévert, fit du film un pilier du réalisme poétique. Gabin,
avec son charisme rugueux, fut comparé à Humphrey Bogart, bien qu'il ait précédé l'Américain dans ce style cool. La Bête humaine, adaptée de Zola par Renoir, le montra en mécanicien de locomotive hanté par des pulsions meurtrières, un rôle qui puisait dans ses rêves d'enfance et démontrait sa polyvalence. À la veille de la guerre, Gabin était au sommet, avec des cachets faramineux et une popularité immense. Mais l'invasion allemande en 1940 changea tout. Mobilisé en 1939 comme matelot, il refusa de tourner sous l'occupation et s'exila en 1941 aux États-Unis, rejoignant Jean Renoir et Michel Morgan à Hollywood. Là, il tourna Moontide, 1942, avec Ida Lupino et The Impostor, 1944, mais l'adaptation fut difficile, son accent et son style ne séduisirent pas le public américain. Déçu, il s'engagea en 1943 dans les forces françaises libres du général de Gaulle, servant comme mitrailleur puis chef de char sur le blindé Souffleur II. Il participa à la campagne d'Afrique du Nord, à la libération de l'Alsace et à la prise de Berchtesgaden. Décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre, Gabin incarne l'héroïsme discret, refusant les honneurs excessifs. Après la guerre, Gabin rentra en France en 1945, grisonnant et marqué, mais déterminé. Son retour fut triomphal avec Martin Roumaniac, 1946, aux côtés de Marlène Dietrich, qu'il avait rencontré à Hollywood. Leur liaison passionnée, bien que tumultueuse, inspira des rôles intenses. Dans les années 1950, il s'imposa comme un patriarche du cinéma avec Touchez pas au Grisby, 1954, de Jacques Becker, où il joue un truand vieillissant, un rôle qui relança sa carrière et influença le polar français. Suivirent Razzia sur la Schnouf, 1955, La Traversée de Paris, 1956, avec Bourvil, où il est un peintre colérique transportant du porc au marché noir, et Les Misérables, 1958, en Jean Valjean, une performance émouvante qui captura l'essence du roman de Hugo. Les années 1960 virent Gabin dans des rôles plus matures, Le Président, 1961, avec Bernard Blier, Un singe en hiver, 1962, avec Jean-Paul Belmondo, où les dialogues d'Audiard brillent, et Mélodie en sous-sol, 1963, avec Alain Delon, un duo explosif de braqueurs. Dans Le Tonnerre de Dieu, 1965, il est un vétérinaire bourru, et Le Jardinier d'Argenteuil, 1966, un faux-monnayeur. Le Pacha, 1968, avec sa célèbre réplique « Quand on met bêtement les pieds dans le plat, il arrive un moment où on s'aperçoit qu'on a les pieds sales », montra son humour noir. Les années 1970 furent marquées par Le Chat, 1971, avec Simone Signoret, un drame conjugal poignant, et Deux hommes dans la ville, 1973, avec Delon, plaidoyer contre la peine de mort. Au total, Gabin tourna dans 95 films, influençant des générations d'acteurs. Son style naturaliste, mêlant force et vulnérabilité, définit le héros gabinien, un homme du peuple affrontant le destin avec stoïcisme. Des anecdotes abondent. Sur La Bête humaine, il insista pour conduire une vraie locomotive, risquant sa vie pour l'authenticité. Sur Pépé le Moco, il improvisa des scènes pour accentuer le romantisme tragique. Son impact culturel est immense. Il popularisa le réalisme poétique, inspira le film noir américain et devint un symbole de la France résistante. Maintenant que nous avons exploré les débuts et l'ascension fulgurante de Gabin, ainsi que son engagement héroïque pendant la guerre, il est temps de plonger plus profondément dans sa vie personnelle, ses amours qui ont tant influencé son article. Mais avant de continuer, si cette histoire vous captive et que vous voulez découvrir plus de secrets sur les stars du cinéma, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner à Stars et Secrets. Votre soutien nous permet de creuser encore plus loin dans ces récits fascinants. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. La vie amoureuse de Jean Gabin fut un chapitre aussi riche et tumultueux que sa carrière. Son premier mariage, en 1925, fut avec Gaby Basset, une actrice théâtrale pleine de vie. À l'époque, Gabin n'était qu'un jeune artiste en herbe et leur union semblait promise à un avenir radieux, nourri par une passion commune pour les arts. Ils se rencontrèrent dans les coulisses des music-halls parisiens, où Basset brillait par son talent et son charisme. Leur mariage débuta sous les auspices de l'enthousiasme juvénile, avec des rêves de succès partagés. Cependant, à mesure que la carrière de Gabin décollait, les exigences du métier aux tournées interminables, horaires infernaux, creusèrent un fossé entre eux. Les absences répétées de Gabin, absorbées par ses rôles naissants, générèrent des tensions insurmontables. En 1930, après 5 ans, ils se séparèrent, un divorce qui marqua Gabin profondément, lui apprenant les sacrifices de la gloire.
À peine remis, Gabin épousa en 1933 Jeanne Mauchin, une danseuse et artiste de revue connue pour son élégance et son charme. Cette relation semblait offrir la stabilité qu'il cherchait au moment où sa carrière explosait avec des films comme La Bandera. Mauchin, avec sa grâce scénique, complétait parfaitement l'image virile de Gabin. Leur mariage dura 10 ans, traversant les années folles des années 1930. Pourtant, les défis persistèrent, les déplacements constants de Gabin, les pressions de la notoriété naissante et bientôt les ombres de la guerre. Les désaccords s'accumulèrent, exacerbés par l'intensité de la vie hollywoodienne naissante pour Gabin. En 1943, au cœur du chaos mondial, ils divorcèrent, laissant Gabin face à une solitude qu'il combla par son engagement militaire. Son troisième et dernier mariage, en 1949, avec Dominique Fournier, une ancienne mannequin d'une beauté discrète, fut le plus durable et stable. Ils se marièrent le 28 mars à Paris, et cette union dura jusqu'à la mort de Gabin en 1976. Fournier apporta l'équilibre émotionnel qui manquait à Gabin, lui offrant un foyer serein au milieu des tempêtes professionnelles. Ensemble, ils eurent 3 enfants, Florence, née en 1950, Mathias, né en 1953, et Dominique, né en 1956. La présence de Fournier permit à Gabin de se concentrer sur des rôles matures, comme dans Touchez pas au Grisby, où son personnage reflète une certaine sérénité domestique. Leur vie commune à la ferme de la Pichonnière en Normandie devint un havre de paix, loin des intrigues hollywoodiennes. Au-delà des mariages, les romances de Gabin furent légion et souvent médiatisées, ajoutant des couches de mystère à son image. La plus emblématique fut avec Michel Morgan, rencontré sur le quai des Brumes en 1938. Leur chimie à l'écran, ce regard intense, ces dialogues poétiques alimenta des rumeurs d'une passion réelle. Morgan, avec ses yeux bleus hypnotiques, devint pour Gabin une muse. Ils se retrouvèrent à Hollywood pendant l'exil, vivant une idylle discrète qui inspira Moontide. Bien que leur liaison s'acheva, elle marqua durablement leur carrière, Morgan déclarant plus tard, avec Gabin, c'était comme si le monde s'arrêtait quand il entrait en scène. Une autre liaison passionnée fut avec Marlène Dietrich, la diva allemande, rencontrée en 1941 aux États-Unis. Leur romance, intense et orageuse, naquit sur le tournage de The Impostor. Dietrich, fascinée par le charisme français de Gabin, l'aida à s'adapter à Hollywood, mais leur carrière divergente, elle superstar, lui en difficulté ou créèrent des frictions. Ils se séparèrent en 1948, mais restèrent amis, Dietrich affirmant « Gabin était l'homme le plus vrai que j'ai connu ». Cette relation influença des films comme Martin Roumaniac, où leur alchimie transparaît. Moins connue mais significative fut sa brève romance avec Jeanne Moreau sur Touchez pas au Grisby en 1954. Moreau, alors émergente, fut vue par Gabin comme un talent pur. Leur connexion, bien que courte, inspira une admiration mutuelle, Gabin la mentorant subtilement. D'autres flirts, comme avec Mireille Balin ou Arletty, ajoutèrent à son aura de séducteur, mais Gabin resta discret, préférant que sa vie privée nourrisse son art sans l'éclipser. Ces amours tumultueuses eurent un impact profond sur sa carrière. Avec Morgan, il créa des chefs-d'œuvre romantiques. Avec Dietrich, il explora la passion internationale. Gabin déclara un jour « L'amour, c'est comme un rôle, il faut y croire pour le rendre vrai ». Ces relations reflétaient ces personnages, des hommes forts mais vulnérables, cherchant l'authenticité dans le chaos. Au-delà des amours, la vie privée de Gabin était ancrée dans la simplicité rurale, un contraste saisissant avec sa gloire. Passionné par la campagne depuis l'enfance, il acquit en 1952 la ferme La Pichonnière à Orgeval, puis une plus grande à la Nouvelle-France près de Merville-Franceville en Normandie. Là, il élevait des bovins normands et des chevaux de course, trouvant la paix dans le travail manuel. « La terre ne ment pas », disait-il souvent, citant Peggy. Cette ferme était son sanctuaire. Il y passait des mois, loin des mondanités, entouré de sa famille. Anecdote touchante, Gabin, grand fumeur, plantait lui-même ses légumes et participait aux foires agricoles, anonyme parmi les paysans. Sa nature réservée le rendait distant sur les plateaux, il évitait les potins, se concentrant sur la perfection. Collègues comme Delon le décrivaient comme un roc solitaire, mais loyal en amitié. Malgré son succès, Gabin luttait contre des démons intérieurs, une insatisfaction chronique, un perfectionnisme qui le rongeait. Il refusa de nombreux rôles hollywoodiens, préférant la France, et s'engagea politiquement, soutenant De Gaulle sans fanfare. Dans les dernières années, la santé de Gabin déclina. Fumeur invétéré ou jusqu'à 3 paquets par jour, il fut diagnostiqué d'un cancer du poumon en 1974.
À 70 ans, il continua à tourner, comme dans L'année sainte, 1976, son dernier film où il joue un évadé. Affaibli, il se retira à sa ferme, affrontant la maladie avec stoïcisme. La vie est une longue route semée d'obstacles, mais c'est la force de les surmonter qui compte, confia-t-il. Le 15 novembre 1976, il s'éteignit à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, à 72 ans. Incinéré au Père-Lachaise, ses cendres furent dispersées en mer d'Iroise depuis le destroyer escorte d'escadre d'Estrée, un hommage militaire à son passé de résistant. La mort de Gabin provoqua un deuil national. Alain Delon le qualifia de roi du cinéma français, Belmondo loua son charisme sans effort. Des hommages affluèrent, rétrospective à la Cinémathèque, festival en son honneur. Le prix Jean Gabin, créé en 1981, récompense les jeunes talents. À Mériel, un musée lui est dédié, exposant costumes, photos et souvenirs. Des documentaires, livres et expositions perpétuent son legs. 95 films qui ont défini le cinéma français, influençant Scorsese ou Tarantino. Gabin reste un symbole de l'identité nationale, un homme qui, des trains de son enfance au char de la Libération, incarna la résilience. En réfléchissant à la vie de Jean Gabin, on se demande, quel héritage laissons-nous? Face aux défis, sa détermination nous inspire. Si cette plongée dans les secrets de Gabin vous a ému, likez cette vidéo, abonnez-vous à Stars et Secrets et activez la cloche pour plus d'histoires captivantes sur les icônes du cinéma. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles révélations.